Vous êtes sur la télévision nationale et vous faites bien, Madame, Monsieur, bonsoir. Dans l'actualité, ce 26 février 2024, la 13e conférence ministérielle de l'Organisation mondiale du commerce démarrée aujourd'hui à Abu Dhabi, aux Émirats arabes unis. Le Bénin est représenté à cette rencontre internationale par la ministre de l'Industrie et du Commerce, Shadia Halima Assouma, est à la tête d'une forte délégation. Plus que quelques jours et va démarrer la répression contre toute infraction au code de la route. En attendant le 1er mars, comment les usagers des routes de Porto Novo s'y prennent-ils? Constat dans quelques instants. Et puis, devoir de mémoire dans cette édition avec le rappel du roi du Tchèque System. Cela fait aujourd'hui 5 ans que Stan Toron n'est plus. On revisite quelques-uns de ses tubes dans cette édition. Bienvenue à toutes et à tous. Démarrons tout de suite avec les sanctions imposées par la CEDEAO au Niger qui sont partiellement levées désormais. C'est à la faveur du sommet extraordinaire qui s'est tenu le 24 février dernier que cette décision a été prise. Le ministre béninois des Affaires étrangères fait le point au micro de Alain Sochoumain et Ernest Tétégou. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, à l'issue d'un sommet extraordinaire le samedi 24 février 2024, a levé une grande partie des sanctions imposées au Niger suite au coup d'État intervenu dans ce pays en juillet 2023. Le Bénin, qui a revu sa position dans cette crise, travaillait à sa résolution depuis de longs mois. Le président de la République l'avait déjà annoncé sur la position du Bénin et c'est la réalisation de cette annonce par le président de la République. Depuis samedi soir, les frontières du Bénin sont effectivement ouvertes. Nos agents de douane, de police sont positionnés en fait à la frontière et prêts à ce que le circuit naturel et le flux naturel des échanges puissent reprendre entre le Bénin et le Niger. Que compte faire à présent le gouvernement béninois pour normaliser les relations avec le Niger qui maintient ses frontières avec le Bénin fermées jusqu'à ce jour? Moi, je crois dans le fait que toutes les autorités veulent le bien de leur population. Nous sommes dans une logique au sein de la communauté qui est une logique de dialogue, une logique de main tendue, d'ouverture. Je pense qu'il y a il y a des gestes qui sont très forts, qui ont été posés par les chefs d'État. Et je suis convaincu qu'en face, nos frères du Niger comprendront ce geste, le saisiront au bon et profiteront en fait de la période dans laquelle nous rentrons aujourd'hui, qui est une période importante. Le gouvernement fera-t-il un geste à l'endroit des opérateurs économiques qui ont enregistré des pertes dues à la fermeture des frontières avec le Niger? En ce qui concerne les impacts qu'il y a pu y avoir sur les opérateurs économiques suite aux décisions qui ont été prises, je pense qu'il y a des travaux qui sont en cours et là-dessus, mes collègues qui sont en charge de ce sujet reviendront le moment venu en fonction des différents impacts, des échanges et des discussions que nous pourrons avoir, qui ne sont pas seulement des discussions nationales, qui sont aussi des discussions au niveau de notre communauté de peuple en fait. Donc il faudra à un moment donné, comme vous le dites, absolument nous asseoir et voir comment est-ce qu'on adresse ces questions. Le plus important aujourd'hui, c'est de constater que les sanctions sont levées, que la situation, nous espérons, va s'améliorer en fait pour nos compatriotes et pour nos frères et sœurs du Niger, du Burkina, du Mali et de Guinée, et que très rapidement nous allons pouvoir revenir à la normale et reprendre le cours normal des choses au sein de notre communauté. Et les regards sont tournés vers l'Assemblée nationale pour la modification du code électoral. 2 différentes propositions de loi sont sur la table des parlementaires et leur fusion est très probable pour les amendements. En attendant, les débats se poursuivent. Comme sur la matinale ce matin, Herman Rodrigue-Amégan et Marcel Arrossi ont reçu les présidents des groupes parlementaires UP, Le Renouveau et Démocrates. Voici un extrait de leurs échanges. Le chef de l'État a parlé tout le temps de consensus. Tout le temps de consensus. Et je le remercie, le félicite pour ça. Mais le consensus doit se faire dans les 2 cas. Nous avons fait des propositions qui seront étudiées, amendées à l'Assemblée nationale. Et je pense que c'est à ce niveau-là que nous allons travailler à obtenir le consensus de part et d'autre. Tout politicien a
le désir d'avoir une loi électorale qui respecte quand même les conditions démocratiques d'une élection. Et nous avons touché plusieurs autres articles pour l'inclusivité, pour la transparence des élections. J'ai vu principalement 8 points abordés par les démocrates dans leurs propositions. Mais sur les 8 points, vraiment, j'en trouve 6. Aucun ne candidate. Non, pas du tout. J'en trouve au moins 6 qui, selon moi, méritent que leur copie soit carrément revue avec les juristes qui ont travaillé avec eux. On a parlé de la commission d'arrondissement et ils ont proposé encore un autre comité d'extraction de la liste électorale. Et donc tout ça, c'est des coûts qui sont créés par la loi. Or, l'article 107 de la Constitution et le 74.5 de notre règlement intérieur ne permet pas aux députés de créer des dépenses sans dire avec quelles recettes on va financer tout ça. Est-ce que nous allons repartir des 5 milliards environ que coûtent les élections dans notre pays pour repartir aux 30 et quelques milliards? Au-delà de ça, la réduction du seuil proposée là, ça détruit la réforme du système partisan. Ils ont proposé, bien entendu, qu'on réduise la caution. Je ne suis pas contre une baisse, par exemple, de la caution. On peut même, avant c'était à 5 millions. Si on s'entend, on peut revoir la caution. Il y a bien des choses où vraiment, je vous dis, on peut dire que c'est une question subsidiaire. Lorsque, par exemple, il parle de remplacement d'un candidat inéligible, c'est quelque chose dont on peut discuter pour voir ce qu'ils mettent dedans. Les Échos à présent de la tournée de remobilisation initiée par la haute direction politique de l'Union progressiste Le Renouveau à Abomey. Tous les élus des 9 communes du Zou se sont retrouvés autour des dirigeants du parti. Le menu des échanges reste le même que dans les autres communes parcourues. Les sujets vont des questions d'actualité à l'avis du parti. Le point avec Pierrette Adan-Yossi et Kadnel Kakbo. C'est avec enthousiasme que les militants et sympathisants du parti Union progressiste Le Renouveau du Zou ont accueilli les membres de la haute direction politique du parti. À l'ordre du jour, 2 principaux points. Le premier, c'est l'actualité sur la vie de notre parti politique en ce qui concerne l'installation des cellules de base du parti. La haute direction politique a voulu venir sur le terrain pour faire ensemble avec vous l'évaluation et aussi jeter un regard sur l'avenir du parti ensemble avec vous. Ça, c'est le premier point. Le second point, c'est l'actualité nationale. Face aux conseillers communaux, le président du parti Union progressiste Le Renouveau, Joseph Fifame Djogbenou, a évoqué des questions relatives à l'actualité du parti et réconforté les militants à la base. Nous ambitionnons que nos enfants, nos petits-enfants, les citoyens de ce pays retrouvent ce parti Union progressiste Le Renouveau plus tard, plus fort et plus grand. Nous ne sommes plus libres, nous responsables, de dire ce que nous voulons, quel que soit l'endroit auquel nous nous trouvons, à moins d'être vraiment très prudents, très réservés. La délégation du parti est attendue dans d'autres départements pour la même démarche. Le 26 février 1990, que faisiez-vous? Il y a 34 ans, à Cotonou, la Conférence nationale des forces vives de la nation était alors à son 8e jour, une rencontre pour non seulement mettre fin à la crise généralisée, mais aussi et surtout amorcer les prémices d'un renouveau politique et idéologique au Bénin. L'expérience a séduit même au-delà des frontières nationales. En preuve, ce citoyen sénégalais qui n'en a raté aucun épisode, Roger Peteka et Marcel Arossi, nous proposent son témoignage. Nous avons pris toutes nos responsabilités en connaissance de cause, en conviant les représentants de toutes les forces vives de notre pays. C'est vrai que cette conférence des forces vives du début des années 90 a fait réapparaître l'exception et la particularité béninoise. Elle fut une des toutes premières en Afrique de l'Ouest lors de cette séquence historique. Elle finit par émuler ailleurs sur le continent comme bonne pratique qui apaise les contradictions dans les espaces politiques. Jeune journaliste correspondant à Paris à l'époque avec la presse internationale,
nous avons pu mesurer l'esprit de cette conférence qui enjambait la Baule par le compromis de ses principaux acteurs. Un président, M. Kérékou, qui renonce au marxisme-léninisme comme doctrine d'État après plusieurs années sur fond d'agitation sociale, de désordre et de faillite économique, l'instauration d'un gouvernement de transition avec comme Premier ministre consensuel M. Soglo et enfin un Haut Conseil de la République avec une éminente personnalité religieuse, Monseigneur de Souza. C'est au vu de tout cela que la rencontre qui a réuni plus de 500 délégués venus des partis politiques, des syndicats, de l'Église, de la société civile, a pu être une réussite. Elle a fait oublier des décennies d'errements, de constitutions éphémères ou de simples coups d'État. Nous pensons que les dispositions contenues dans la loi fondamentale, fruit d'expertise et de compromis entre acteurs sortis de ces assises, ont projeté le génie béninois dans une nouvelle perspective devenue un modèle pour beaucoup de pays du continent. Nous avons été très fiers d'avoir vécu ce moment historique. Le fonctionnement du système commercial multilatéral est à la loupe à Abu Dhabi, aux Émirats arabes unis. J'en parlais tantôt en titre. La 13e conférence ministérielle de l'Organisation mondiale du commerce a démarré aujourd'hui avec des ministres du monde entier réunis pour prendre des mesures pour les travaux futurs de l'OMC. Le Bénin est présent à cette rencontre internationale de 4 jours. Voici un extrait de la déclaration de la ministre de l'Industrie et du Commerce, chef de la délégation béninoise. Le Bénin tient à saluer les progrès accomplis en vue de l'entrée en vigueur effective de l'accord sur les subventions à la pêche, adopté lors de la CM12, et de sa nécessaire évolution vers un accord complet dans le cadre des négociations en cours sur les questions en instance. Se féliciter, en tant que pays co-auteur de cette initiative, de l'aboutissement des négociations concernant l'accord sur la facilitation de l'investissement pour le développement, dont l'adoption effective au cours de cette conférence ministérielle et l'incorporation souhaitée dans l'accord de Marrakech permettront d'assurer une plus grande participation des PED aux flux mondiaux des investissements directs étrangers. S'associer pleinement au projet de déclaration ministérielle proposé par la Chine et un groupe de pays sur le renforcement de la coopération en matière de réglementation en vue de réduire les obstacles techniques au commerce. Féliciter la directrice générale pour le lancement avec la Banque mondiale de l'initiative Digital Trade in Africa, destinée à soutenir le développement du commerce électronique en Afrique, et la signature avec la FIFA du mémorandum d'accord visant à soutenir, entre autres, le développement des chaînes de valeur du coton dans les pays du C4. Le Bénin exhorte tous les membres de l'OMC à soutenir le projet de décision ministérielle sur le coton soumis par le C4 et au-delà, à soutenir dans le sillage du partenariat OMC-FIFA précité les initiatives nationales d'industrialisation à l'œuvre, telle la zone économique spéciale de Glodjibé, lancée par le gouvernement béninois pour promouvoir et accélérer la transformation locale du coton dans le cadre d'une chaîne de valeur complète et intégrée. L'intégralité de ce message de Chadia Alimatou Assouman, ministre de l'Industrie et du Commerce, sur la conférence sur l'Organisation mondiale du commerce est à suivre juste après ce journal. Elle va entrer dans sa phase active dans 3 jours exactement. La répression policière annoncée pour renforcer la sécurité publique démarre le 1er mars prochain. La police républicaine rassure quant aux mesures prises pour les éventuelles déviances et les excès de zèle. Écoutons son porte-parole sur des propos recueillis par Jérôme Humba. Les infractions du code de la route comme les excès de vitesse, la conduite en état d'ébriété, le non-respect des feux tricolores constituent non seulement pour l'auteur de ces infractions un danger véritable, mais aussi représentent un danger pour les honnêtes citoyens qui sont sur nos routes et qui ont droit à la protection et la préservation de leur vie. Ainsi donc, en optant pour la répression de ces infractions, l'objectif poursuivi par la police républicaine est de réduire de façon substantielle les accidents de la circulation et préserver la vie de nos compatriotes. Dans les instructions de coordination de la présente opération,
un point d'honneur a été mis sur les principes généraux d'exécution du service, ainsi que le respect scrupuleux des règles d'éthique et de déontologie. Tous les numéros officiels de la police restent ouverts pour enregistrer toute plainte ou dénonciation relative à des actes d'excès de zèle ou de rançonnement. Je voudrais au passage rappeler que le numéro vert dédié à cela est le 166. Il est fonctionnel 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Dans cette même veine, au fronton de toute unité de la police républicaine aujourd'hui, il y a des numéros de téléphone qui sont gravés de façon lisible. Et ces numéros appartiennent au comité chargé de la supervision des missions de sécurisation du territoire national. C'est une structure extérieure à la police républicaine. Et donc, tous ceux qui se feront épingler pour des excès de zèle ou toutes sortes de déviances se verront infliger des sanctions mémorables. Et mieux, la police républicaine s'est dotée de caméras piétons. Il s'agit d'un dispositif de caméra que les agents déployés porteront sur eux et qui filmera les faits et gestes des agents ainsi que les réactions de la personne contrôlée. Dans ces conditions, vous convenez avec moi que les excès de zèle, les déviances seront relégués au rang des vieux souvenirs. Et à 72 heures de cette répression, comment vous mettez-vous au pas? À Porto Novo, la capitale, vous allez le voir, les mauvaises pratiques en matière de code de la route ont toujours la peau dure, ceci malgré la présence des éléments de la police républicaine à différents carrefours et axes routiers pour la campagne de sensibilisation d'avant-répression, constat Firmin Bassao, Calvador Arwano. Au carrefour du cinquantenaire à Porto Novo, les éléments de la police républicaine travaillent sans désemparer. C'est la sensibilisation avant la campagne de répression des infractions du code de la route. La police veille au grain en rappelant à l'ordre certains contrevenants aux règles de bonne conduite. Il y a d'autres qui s'entêtent, qui ne respectent pas les codes de la route. Et je vois que si l'État commence pas à faire ses travaux, la majorité d'eux va se respecter. Tout le monde ne connaît pas le code, mais avec ça, les gens vont prendre conscience. Parce que parfois, quand tu es au volant, il y a des motos qui veulent dépasser, ils sortent brutalement comme ça. Et quand tu n'es pas attentionné, le pire va arriver. C'est une bonne chose parce que chacun des usagers doit pouvoir emprunter correctement son couloir. Tous les jours, ils doivent apprendre. Donc la prudence. Je leur ai interdit tout à l'heure de ne pas me conduire le rallye. Et au même moment, il ne faut pas jouer à la tortue sur la voie. Donc en toute chose, il faut la juste mesure. À quelques jours de la phase de répression des infractions du code de la route qui démarre le 1er mars, les mauvaises habitudes ont encore la peau dure dans la ville capitale. Place au dossier du jour à présent. Encore sous-évalué, le secteur de l'art en pleine croissance suscite de l'intérêt et gagne du terrain. Pourtant, malgré son potentiel impressionnant et les opportunités qu'offre le secteur, les créations artistiques peinent parfois à bénéficier d'une stratégie de financement capable de mieux les promouvoir. Au Bénin, des réflexions sont en cours pour y remédier et des pistes de solutions sont en phase d'expérimentation. Le dossier du jour s'y intéresse. Il est signé Jennifer Sachivi, Ramatou Lawani et Bernol Jogbe. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, nous avons vraiment des artistes valeureux, talentueux. Il ne suffit qu'une petite aide et vous allez voir ces talents éclore et faire parler du Bénin un peu partout. Mais FIFA, ton papa est un fonctionnaire international. Je sais qu'elle raconte n'importe quoi. Le Bénin, à l'instar de plusieurs autres pays africains, dispose d'une niche de potentialité dans le domaine des arts. Donc on peut donner de l'amour, de l'aide à ceux qui en ont besoin. Il ne faut pas hésiter. Un bémol se fait toutefois remarquer, les créations artistiques béninoises peinent pour la plupart à se hisser sur les grandes scènes et à s'imposer.
Aujourd'hui, toute la sous-région est Naïdja ou ivoirien, que ce soit dans la façon de parler, dans la façon de manger, dans la façon de s'habiller. Pour aller plus loin, on a l'exemple de la Chine, de la Russie et des États-Unis et de la France. Aujourd'hui, quand on parle du croissant, du pain viennois, aujourd'hui, quand on parle de la cuisine française, quand on parle du théâtre français, quand on parle de la musique française, quand il y a des touristes qui vont visiter ces pays, c'est bien parce que ces pays ont su exporter leur culture et leur art. Et pour faire de ce rayonnement une réalité au Bénin, le financement est l'une des étapes essentielles. Un artiste, c'est une industrie. Et autour d'une industrie, il y a beaucoup de compétences. Mettre en place aujourd'hui le Fonds des arts et de la culture rénové serait vraiment l'idéal pour le financement de l'industrie culturelle dans notre pays. Depuis un certain nombre d'années, on a fait le constat que oui, certains acteurs culturels, à partir de la subvention qu'on leur donne, parviennent à réaliser leur activité. Mais il y en a d'autres qui ne le font pas et qui distraient l'argent pour autre chose. Donc on est en train de travailler dessus pour voir le mécanisme qui soit vraiment adapté à notre contexte et qui fait que l'argent qui est déboursé va directement au groupe. Pour un impact concret, les industries culturelles et créatives constituent une piste de solution. Aujourd'hui, il serait presque impossible pour un jeune écrivain de venir à notre guichet, le guichet du Fonds des arts et de la culture, et demander à être soutenu. On lui dira absolument non, parce que si vous êtes un créateur de l'esprit, vous devez aller pour un écrivain chez un éditeur, pour un chanteur chez un producteur, pour un homme de théâtre, une compagnie, etc., etc. Vous voyez, donc on veut appuyer les industries culturelles au lieu d'appuyer les hommes ou les artistes directement. En art, il faut un système hybride. Et au-delà du système hybride, il faut des gens suffisamment forts, suffisamment rigoureux pour appliquer la loi. Parce que c'est ça aussi. Si on fait dans du clientélisme, si on fait dans de l'amateurisme ou si on fait du copinage, vous pouvez mettre le meilleur des systèmes, il n'y aura pas de résultats. Au Bénin, les arts et la culture font partie des principaux secteurs retenus pour assurer la transformation de la structure économique du pays. On parle toujours de la culture avec cette fois-ci le Festival international des films de femmes de Cotonou édition 2024 qui a pris fin ce samedi 24 février après 4 jours de formation, de causeries, de rencontres professionnelles, mais aussi de projections de 18 films provenant de 14 pays, des films qui abordent des thématiques comme la violence sous plusieurs formes dans nos sociétés africaines. Tenez d'ailleurs, Marlène Kassa et Wenceslas Sarouan-Imon ont pris part à l'une de ces projections, suivant plus tôt. Des Amazones du cinéma africain sont une fois encore à l'honneur. À travers cette soirée de projection de films, leurs œuvres sont exposées au public. On a 6 films, des films qui ont des messages forts, donc qui parlent de viol, de violence, d'autonomisation de la femme et d'autres sujets. Un plaisir pour moi de faire voir le film pour la première fois au Bénin. Et c'était comme un accouchement avec des complications prépartum et postpartum. Quand on fait un film, c'est pour que ça soit vu et je suis vraiment contente que le film ait été vu. Ces films soulignent les divers problèmes auxquels sont confrontés les êtres humains, mais proposent également des moyens de vaincre les difficultés quotidiennes. J'ai suivi les films, j'ai aimé, mais il y a des moments où je me suis sentie vraiment crispée, j'étais aussi un peu triste. Donc il y a eu de la tristesse et aussi de la joie. Par rapport au film de ce soir, j'ai vu que ce sont des films de très bonne qualité et franchement je suis très fière de savoir que le cinéma africain évolue à grands pas. Mais dans le lot, j'ai quand même vu aussi un film béninois que j'ai adoré, sincèrement. Donc du coup, je suis très contente du cinéma. Au cours de cette soirée, 6 films réalisés par des Africaines sont projetés. La qualité de ces réalisations témoigne de ce que les femmes s'imposent de mieux en mieux dans le monde cinématographique africain.
Parlons à présent des Vodun Days qui ont pris fin le 10 janvier dernier. Place au bilan. Après cet événement, la fierté exprimée pendant la célébration des manifestations a-t-elle eu des implications sur les revenus des hôtels et bars? Arnaud Adadja et Françoise Insou s'en sont préoccupés. Suivant le reportage. Deux jours ont suffi au Bénin pour la réussite du pari de la tenue du plus grand événement culturel autour du vaudou. Conjugué aujourd'hui au passé, la première édition de Vodun Days fait son bilan dans les hôtels et lieux d'accueil. Avec cet événement-là, côté touristique, les hôtels étaient sollicités. Il y avait même pratiquement plus de place. À Ouida, ville de la manifestation, 3 hôtels sont sillonnés et les réalités sont les mêmes. L'information, quand ça a été déjà annoncé, nous, ça nous a permis d'abord d'accélérer un peu les rénovations de part et d'autre dans les différentes chambres. Et quand les clients sont venus le jour de Vodun Days, on a fait le plein. Quelques jours avant, ces responsables d'hôtels ne misaient pas gros. C'est vrai qu'habituellement, on avait aussi un taux d'occupation qui tournait autour de 18%. La clientèle, c'était pas régulière et puis ça va, ça vient. Mais depuis quand l'État a mis ce système de promouvoir nos traditions, on a commencé à sentir l'affluence par les appels. Aujourd'hui, patrons d'hôtels ou gérants se réjouissent. Il faut reconnaître quand même qu'il y a eu un certain nombre de Français qui étaient là, les Guadeloupéens étaient là, avec qui on avait beaucoup quand même travaillé. Pour être sincère avec vous, le peu de temps qu'ils ont eu à passer avec nous, ils étaient vraiment sidérés. Nous sommes déjà en train de tisser un partenariat pour que régulièrement, quand nous aurons des activités, nous puissions les inviter pour qu'ils viennent généralement participer à ça. Depuis la fin de cet événement, disons ça a considérablement chuté. Je voudrais même profiter de cette occasion et dire merci au chef de l'État, puisque c'est lui qui a pris cette initiative pour que les choses se passent ainsi. Vodun Days a comblé les attentes. Actuellement, les hôteliers en redemandent mieux. Et s'il était encore en vie, il aurait sans doute joint sa voix à cette célébration de la culture vaudou. Aujourd'hui, 26 février 2024, cela fait exactement 5 ans, jour pour jour, que le roi du Tchèque System, Mohamed Ibitosh Stantoran, nous a quittés. Papy Grandet laisse en héritage un riche répertoire de mélodies immortelles, gorgées de sagesse et empreintes de joie. Des années après sa disparition, les fans se souviennent toujours de l'artiste et de ses compositions. Morceau choisi au micro de Lenaïk Agbazaou et Edmond Rumba. C'était l'un des plus grands. Il a su faire parler de lui et du Bénin. Tchèque System avec par exemple des morceaux comme Zemi Djané, Azemi Koumi. Zemi Djané, Azemi Koumi sont dead. C'est un artiste en paix que nous, vraiment, je dis paix à son âme. Il a essayé de son mieux. C'est quelqu'un qui a laissé ses empreintes et que le Bénin ne va jamais l'oublier. Place à présent à l'actualité hors de nos frontières, une interactualité de ce 26 février marquée par ce vote fictif au Sénégal. On fait le point avec Alexandra Djotan. Vote fictif au Sénégal. Des candidats à la présidentielle ont organisé un scrutin fictif le 25 février dernier, date à laquelle les électeurs devraient se rendre aux urnes avant que le président sortant Macky Sall ne reporte le vote. Ça fait quelques mois que dans ma tête, je me suis préparée à voter le 25 février et il n'est pas question pour moi qu'on vote en dehors des délais fixés par la Constitution, explique Jean Junior, un électeur qui a fait le déplacement pour voter. Traditionnellement, le premier tour de l'élection présidentielle se tient le dernier dimanche de février au Sénégal. Ce sera tout pour ce journal. Merci de nous avoir suivis. Bonsoir chez vous.